professeur Sfar pour le point de vue du virologue et puis professeur Sana Bouhassein pour le point de vue du biochimiste. Je voulais juste faire une remarque par rapport à la dernière intervention. Vous avez à nouveau montré le rôle essentiel du rapport entre le clinicien et le biologiste dans cette étude et pendant cette pandémie qu'on a tous partagée. Pour la ferritine, je partage tout à fait votre point de vue sur le fait voilà, que moi je dirais que c'est un marqueur d'alerte. Nous, on a vu des cas où les patients arrivaient à l'hôpital, on avait des ferritines explosives, c'était impressionnant. Et on avait ce résultat-là bien avant la PCR, justement. Et c'était vraiment un marqueur d'orientation des patients. Ça nous a aidés très souvent. Bon, ce n'était pas du diagnostic, mais c'était une orientation qui était importante. Pour la troponine, bien sûr, on est d'accord. Ça ne doit pas être un marqueur qui se fait comme ça, sans la clinique et sans l'objectif, c'est le diagnostic de l'infarctus, on est tous d'accord. Voilà. La personne qui voulait intervenir a retrouvé un micro. D'abord, merci pour ces 3 interventions, parce qu'on s'est dit, le Covid, c'est terminé, mais là, on apprend encore, donc c'est très bien. Alors, c'est pour Madame Sfar. Je voulais lui dire que nous, on a utilisé donc, la sérologie Abbott, donc IgG, IgM, et on a eu beaucoup de surprises parce que je crois que ce n'était pas encore au point. Par exemple, on a trouvé des IgM qui restaient positifs pendant longtemps, et même très longtemps, et qui ont posé problème parce que, figurez-vous, que les gens qui ne travaillaient pas, enfin, que je parle de pendant le Covid, on leur demandait... oui, pardon. Oui. On leur demandait d'avoir des IgM négatifs. Voilà. Donc ça durait dans les vacances durées. Donc il y a ça. Et puis je voulais un petit peu savoir aussi son avis sur les PCR et surtout les CT des PCR. Est-ce que c'était... nous, on a eu beaucoup de soucis pour des CT entre 32, par exemple, et 37. On avait défini 37 comme seuil de positivité, mais on a eu beaucoup de problèmes, des gens qui avaient fait le Covid depuis longtemps et qui devaient avoir des PCR négatifs. Donc, est-ce que vous aviez quand même ce souci de rendre des PCR positives ou négatives selon le CT trouvé, quoi? Alors, pour la première question, donc, comme j'ai dit dans la présentation, on n'a pas utilisé les IgM. On a reçu que du réactif IgG. Voilà. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, nous, on les a eus, mais oui. Bon, maintenant, c'était pas si bon que ça. Bon, il n'y a pas de gens d'Abbott ici, hein, j'espère. C'est heureusement, malheureusement. Théoriquement, on les a demandés pour l'Alinity. Sur l'Alinity, on va les avoir. Sur Architect. Avant, on travaillait sur Architect. Maintenant, on a l'Alinity. Oui, maintenant, on a l'Architect l'Alinity. 8000. Donc, on va recevoir les IgG, IgM sur l'Alinity, mais on n'a pas du tout d'expérience sur l'Architect pour les IgM. Voilà, on est parti sur de la séroprévalence. On ne les a pas utilisés comme moyen de diagnostic. Après, pour la deuxième question, les CT, alors les CT élevés, nous, on sortait positif faible en fait. Bon, ça, tout le monde, je sais que tout le monde ne l'a pas fait. C'est ça, il paraît que c'est pas bon, c'est positif voilà, ou négatif. Nous, on a décidé de le faire parce qu'on se dit quand même, le fait de sortir positif faible, ben, c'est quand même pas la même attitude. C'est peut-être quelqu'un qui est en fin d'infection. Donc il est moins contagieux. Des fois, on a cette persistance de la détection de l'ARN. Donc voilà, des CT au-delà de 32, 33 jusqu'à 37, on sortait positif faible. Mais on les sortait, et par contre, on les répétait avant de les sortir. Ils passaient 2 fois. Oui. Voilà. D'accord. D'autres questions? Bonjour. Donc, ma question c'est à cher professeur Bouhassein. C'est concernant le professeur. Donc, étant donné que, en prenant en compte ce que vous avez exposé par rapport aux marqueurs biochimiques, en prenant en considération la
la relation entre la ferritine, la CRP et aussi les interférences, notamment l'interférence avec l'hémolyse, surtout pour la LDH et la CK. Et aussi, en prenant en compte le côté économique, vu que la CRP elle est moins chère que la ferritine, est-ce qu'on ne peut pas conclure que la CRP reste le marqueur le plus pertinent, que ce soit pour la stratification ou pour le suivi des patients? Si c'était aussi facile, je vous remercie pour votre question, si c'était aussi facile que ça, il y aurait des recommandations que tout le monde aurait validées. Le Covid, c'est une maladie très hétérogène cliniquement, biologiquement. Donc, il y a des règles. Là, c'est avec le recul qu'on dit ça. Mais initialement, moi, je vous assure que les réanimateurs, quand on l'avait au téléphone, me dit, écoute, tu oublies la cinétique, tu oublies ce que tu veux. Fais-moi le dosage de la ferritine, s'il te plaît, je ne veux rien savoir. J'ai besoin d'une valeur. Tout est nouveau. Tout est nouveau, vrai. Mais la ferritine, il y a la base. Et pour revenir à la remarque de Madame tout à l'heure, il y a actuellement, ils ont mis, je pense que c'est les Chinois qui ont mis au point des petites savonnettes pour faire juste que la ferritine capillaire, pour le tri justement. Donc le patient, vous faites la ferritine, elle est très élevée, ça veut dire que marqueur de sévérité, il se présente à l'hôpital et à ce moment-là, c'est en fonction de la clinique. Parce que c'est la clinique qui va primer. Quelqu'un qui est asymptomatique, avec une ferritine élevée, qu'est-ce que j'en fais? Il faut voir les facteurs de risque. Je ne vais pas me substituer aux infectiologues ou aux médecins, mais c'est le bon sens. Mais dire que je fais uniquement la CRP, c'est la cinétique de la CRP, c'est l'ensemble du temps. Même la CRP, je ne la fais pas pour tout le monde. Parce que là, pour répondre à votre question, la CRP, je ne dois pas la faire pour tout le monde. Il faut une prescription justifiée. Quand je suspecte une infection, parce qu'une maladie virale, c'est une petite augmentation de la CRP, 10, 12, et après, on le savait tous. Et après, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, est-ce que ça justifiait l'utilisation de CRP alors que demain, on était dans le contexte confinement? Donc, on se posait la question, est-ce qu'on aurait assez de réactifs pour pouvoir tenir à bout? Donc, chaque CRP de fait, pour nous, c'était un test moins. Donc peut-être les cliniciens n'ont pas vécu cette peur qu'on avait d'un jour dire je ne peux pas faire la CRP. Donc toujours la juste prescription. J'espère avoir répondu. Très bien. Donc très rapidement, on va clôturer cette session. Moi je voulais juste, par rapport à l'expérience et aux leçons que nous avons tirées et que je donnerai surtout aux jeunes, en fait, c'est de gérer votre stress et le stress des autres, parce que cette pandémie nous a appris beaucoup de choses dans ce sens, parce qu'il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup d'attentes, surtout lors des pics épidémiques, etc. Et donc c'était un problème de gérer aussi bien le stress de l'équipe que vous dirigez par exemple, et vous-même avec les patients ou ceux qui attendent le résultat. Je donnerai l'exemple par exemple des décès. On ne gérait pas uniquement les vivants, mais aussi les décédés qui sont décédés au cours de la pandémie chez eux, et on ne savait pas si c'était Covid positif ou négatif. Et donc la conséquence est tragédique, puisque si le décédé est Covid positif, il est enterré dans un cimetière dédié à ça, et donc la famille ne le touche pas, et ils ne font pas leur deuil, etc. Si c'est négatif, c'est différent, et donc il y a tout un changement de procédure. Et tous ces éléments-là, lorsqu'on est confronté et on doit donner rapidement le résultat, ça pose un problème si vous ne validez pas correctement, et avec tous les paramètres et les procédures de qualité, vous vous plantez, et vous devez gérer votre stress pour donner résultat, et pour ceux des gens qui attendent. Voilà le message principal que nous avons appris en dehors de l'expérience technique et scientifique qui est autour. Et je termine cette session en remerciant tous les orateurs par rapport à leur excellente présentation, et je passe la parole à... Très rapidement, je vais profiter d'avoir la parole pour remercier vivement le professeur Layachi Chabraoui pour m'avoir permis déjà de modérer cette session qui m'est chère. Hein. Bon, le Covid-19, je crois que pour les biologistes, c'est quelque chose... c'est plus qu'une aventure, voilà, on l'a tous mené ensemble. Donc merci beaucoup de m'avoir permis de le faire. Merci pour votre invitation et bravo à toute l'équipe d'organisation. Au plaisir de revenir une prochaine fois. Merci. Merci à vous.
Alors, sans transition, on arrive à la fin. Il reste une dernière conférence. Et je vous remercie, vous les courageux. Vous êtes restés jusqu'à maintenant. C'est samedi, on est en fin d'après-midi, donc tout le monde est fatigué. Alors, sans tarder, j'appelle le professeur Chebraoui, président de la Société marocaine de chimie clinique et président de la Fédération internationale francophone de biologie clinique et de médecine de laboratoire, pour modérer cette session. Et j'appelle Dr Touimi Ibn Jelloun, secrétaire général de la Société marocaine de chimie clinique, mais également secrétaire général de la Fédération arabe, c'est ça, nouvellement élu, Amin Lam, de la Fédération arabe de biologie clinique, pour modérer cette session. Après, il restera, après la conférence de clôture, rapidement la cérémonie de remise des prix des posters, et on vous libère. Merci, mon cher Vedr. Donc, effectivement, on se doit de remercier les 3 orateurs de cette dernière session. On prévoit 1h30 pour une session et c'est 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie. Malheureusement ou heureusement, tout dépend. Et là, on a un peu retardé l'assistance, donc on s'en excuse. Donc on est dans la séance de clôture et avant de clôturer, nous avons écouté notre conférencier, professeur Ferrari Maurizio, mon grand ami italien, qui va nous faire la conférence de clôture, donc qui est programmée. Là, vous avez le titre devant vous. Et je remercie évidemment tous les orateurs. Oui, donc c'est... Bonsoir mes amis. J'ai fait la conférence en anglais, mais je voudrais remercier la Yeshi. Si tu permets quand même, Maurizio, bien sûr je ne l'ai pas introduit parce que c'est un grand ami du Maroc, tout le monde le connaît. Il est ex-président de l'IFCC et il a beaucoup travaillé avec nous. Il nous a impliqués dans beaucoup d'activités de l'IFCC pendant sa présidence. Donc je tiens à l'en remercier. Il a, bon, bien sûr, il est toujours... passe-présidente au niveau de l'IFCC, oui, quand même. Hein, et il a d'autres activités, il pourrait nous en parler. Merci, Maurizio. On est passe-président forever, I would like to say. No, I would like to thank you very much, my friend in Morocco. I came here several times and thank you very much for the invitation. It's always a great pleasure for me to be here. Today I try to outline some points. How important is molecular biology in laboratory medicine and some new trends. And at the end of the story, I try to summarize what will be the future of that. For sure, we are in the time of genomic revolution. There is no doubt in the last 20 years we are able to identify new mechanisms for the pathology. We are classifying again the diseases utilizing molecular biology. There is very important opportunities for prediction and prevention. At the end, I'll show you an impressive new trend on that. And also novel therapies. You know that every day, we have to say, there is a new therapies. And in many cases, we had to do molecular tests to apply those therapies. And at the end, we are reaching, sooner or later, the personalized medicine. I start with the famous NGS, next generation sequencing, is now present in several molecular biology or laboratory medicine centers, and the really now is utilized for to apply to the patient care. We start for sure with the ordering. This means that we are obliged to select the right patient, and then we have to return and storage all the data because sometimes we have to evaluate.
there is the clinical consultation services. Now we need that when we have some molecular test, there will be the skilled people that are able to transfer this information to the clinicians. And then at the end of the story, there is the patient and the clinical education. Because sometimes when I teach my students, say, I apply molecular tests only when they are really useful. Now we have a very short view when we may do the test. There is I don't utilize another slides, but we may start from the before the life. This is in pre-implantation up to the molecular autopsy. This means there are all the life in which you may do tests. For sure, there is an impressive capability to make diagnosis in non-invasive prenatal testing. We have also a lot of application for the evaluate the postnatal development delay, for example, and also there is all the application in adult. Which are the technology that we may utilize on that? More and more, we are moving from the target genes. Target gene means select some specific genes to be evaluated up to whole genome. Whole genome means we have to study all the 3 billions of bases, but we know that moving from the left to the right of these slides, there is more complexity, is a more difficult interpretation, but in the same time, we have much more information on that. How to apply this type of technologies related to the clinical heterogeneity? For sure, you can see that in these slides, there is two drivers. One is what I would say is a specificity of the symptoms. This means that if the clinician is able to define critically all the symptoms, may move straight in some pathology. In the same time, there is the heterogeneity of the genes. How many genes are involved in the different pathologies? This means that if you look, for example, cystic fibrosis, there is one gene, classical symptoms, and then you may go straight. If you go to the mental retardation or disability, there are the symptoms are really very soft, and there are thousands of genes involved in that. This means as much we move in the difficult parts, we have to utilize probably the genome. Another message, this is complicated slides, but I try to utilize the slides only to send short messages. What is clear is that in this arena, there are two players. One is laboratory doing the test. The other are the clinicians looking for the symptoms, looking at the phenotypes. And at the end of the story, if you don't merge these two persons, we do mistakes. There is no doubt that we have to correlate phenotypes with the genotypes and try to have the best solution for the patient. Okay? This means that at the end, we have to merge, discuss. If we are separated, we do a lot of mistakes. The other story is that more and more we move deeply in the different pathologies. This is another simple example. This is Charcot-Marie-Tooth neurological disorder. And to tell you which is now the approach of also with the computers, with the informatics, to correlate the phenotypes and to the genes. You see that there are different colors, yellow and blue. Sometimes also there is green sometimes. This depends of the transmission, autosomic recessive or dominant disorders. This means you may have this idea looking the family. The second is the genes are involved in the different organs that are affecting the different patients. What I can say to you, if you look at here,
you see the different organs. You see the different list. This means looking the patients and put the defect of the single people is involved, I don't know, in the lung, in the eyes, and that, and then putting the 4 or 5 different phenotypes correspond to 4 or 5 or 6 different genes to be interrogated. And then at this story, with the single patient, we have these 25 genes, in another is other 20, and this you may have a map, how is the best approach, how to solve the problems. This means increasing the knowledge, you may move in this way. The other information that I would like to outline is the prenatal diagnosis. Now, really, we may interrogate the fetus, asking, what do you like? We may start from the simple chromosomal anomalies up to study the full genome. This means that really, also in the prenatal phase, we may have, depending on the clinical problem of the fetus, the answer on the pathology that the fetus is affected. For sure, we are not able to solve all the problems, but now the technologies are really very variables able to do that. After this short passage on genetics, I move I touch also the microbiology. For sure, also, if you remember the people young like me, 20 years ago, microbiology and virology was really very different. I remember that I started to make molecular biology for my microbiology department, HIV, many years ago. Now, all the microbiology and virology department are the molecular centers. And then more and more, we are moving also in the different parts of the study. You see that also in microbiology, now we are moving in DNA, RNA, also in protein metabolites. And more, we may study single organism or the community of organisms. And then I show you some example. Moving in this way, I may tell you that the technology is changing really very fast. We don't enter in the technology, but it's only to send messages. Now we may have a simple chip, for example, for the amplification of some nucleic acid and to make diagnosis. We may have also affordable all-in-one micro devices for the study multiplex pathogens. We may utilize technology like polarized anisotropy diagnostics, also for detect bacterial RNA. This means that the technology is moving in parallel. I have the problem, and then I try to apply. Really, this will be one of my final comments. The laboratory medicine should be more and more agile, more and more flexible in changing technology. Regarding the NGS, next generation sequencing and viral diagnosis, for sure now there is a professor, she is virology, and we may say that now we may discover novel viruses. COVID is a classical example. There is a detection of pathogenic viruses. We may examine antiviral drug resistance. You may do phylogenetic analysis, viral epidemiology, and also safety and quality control. This means that now this technology that has been set up for sequencing the human genome now is available. I would like to see is common in the virology department. A couple of comments regarding the microbiome. For sure, the microbiome now is another world. Now the microbiologists say, okay, the microbiome genome is much bigger than the human genome. We are more important than you. But the real story is that now there is a huge amount of information, huge amount of publication regarding microbial dysbiosis and human diseases. For sure, for some are well defined,
for others are probably important, but there is no doubt that from now in the next years, more and more we have to study the microbiome. How to do it? There is simple 16S RNA studies, but now they are moving also now in the metagenomic analysis. This means larger analysis in which you put together all the different species, more deep analysis of the species, and also to have also regarding gene analysis for some, for example, for the metabolic different pathways. There is also, this is also interesting, there is the microbiome and related consequence for host immunity. Now there is we know that there are in the age people variation in the gut microbial community, and this is associated with declines in intestinal tissue function, and may start the inflammaging. This inflammaging, remember, is one of the words that will be really very important, because this is create a vicious cycle impacting host microbiome interaction. And then this chronic immune stimulation as a consequence of systematic low-grade inflammation, changes in metabolome and microbial stimuli contribute to immunosenescence. Now there are a lot of approach how this continuous stimulation, for example, with some viruses in the old people, that may really impact this, because there is, during the year, an exhaustion of the capability to respond to this stimuli. And then is one of the ways how to prevent the aging, controlling the inflammaging. For sure, technology is really very important. We have in front, this is a paper in which they published the map of the COVID-2. This means how many millions of the sequence we did in the world regarding COVID-2. It was impossible in the past. Now we have a map of the fastest spreading of the variants in different parts of the world. For the epidemiology, it's really very important. For the control of the disease, really very important. This is a new test that we published, and also my lab contributed. I left the university 2 years ago after 40 years, and now I'm working for a private group. But if you have the brain, you may do scientific papers also, not only university. The problem is that how to do it. This is a collaboration with the Mount Sinai in New York and another group in Singapore and London that are working how to do the test. The test is take blood, you stimulate with the peptide. One of the major problems there is here research regarding which are the best peptide to stimulate your cells. And then there is the presentation of this to the T cells, and then to secrete the interferon gamma that is able to stimulate the monocyte for overexpression of genes. And then select all the different genes. The most significant is this CXCL10 that really is related to the capability to the T cells response in the people with COVID. This is a test that now is available, and then we apply, and then particularly for evaluating how there is the new response, for example, for the vaccination, could be useful. This means that, you see, laboratory medicine must be really agile to move in this way. Cancer, also here there are very recent, unbelievable presentation. For sure, there are a lot of, I check my time. There is a lot of application of sequencing. You see that now for cancer, we may utilize for patient stratification, prediction of therapeutic response, and really move to the personalized treatment.
therapeutic monitoring, how is the efficacy of the therapy, prognosis, how to make a prognostication in the patients, and also we study cancer susceptibility genes, the risk assessment and management, how to do it, you see, to search driver mutations, many different targets. And, but for sure, cancer is really very complex. There are very different technologies. There are not only genomics, but also transcriptomic and epigenomics now should be important. You see how to do it, and then you see you have to make the analysis that is really very complex. But at the end of the story, we are always in the same point: integration and interpretation of all this data together. In this era, also in the cancer, another important steps is now the what is called liquid biopsy, or what is said my friend Michel Omari, liquid profiling. Now we are able, you may imagine that now we are able in the plasma to test markers for cancer. This was not possible some years ago, depending on the not sufficient sensitivity of the test. Now the tests are really very sensitive, and then you may detect single few copies among normal DNA or RNA, what you want to study. This means that because when you take plasma in the patient, you have all your nucleic acid that are the normal one, that they flow your stream, and then there is also the pathological one. Then you have to detect really single copy among the others. Which is we have no time to enter deeply on that, but for sure, which is the advantage? There is no doubt that the most important is that it's minimal invasive. You have to take blood instead to make a biopsy, for example, or take a piece of tissue. The second is that is really revolutionized the treatment is the serial assessment. Serial assessment that you taking the blood, you may do the control every month, and then looking how the markers is moving in the patients. In the past, after some time, you cannot repeat biopsies. For example, for lung cancer, 50% of the biopsy fails because you are not, is too small or you are not able to reach. This means there is this possibility. What we can do on that? For sure, that we may study several markers. In the next slide, I'll show you which is the menu. You will be impressed by this menu. When you look at the menu in the restaurant, you look at the long list. Is the same. Then when you may do the test? For sure, you may start early diagnosis. You may do to follow the patient during the time, and also to evaluate the treatment. It means except the very early diagnosis. Very early diagnosis, what means? It means to take the sample in the normal population and detect the people with cancer. This is the holy grail of the cancer diagnostics. I say this because now there is a good news, that is one of the last slides, in which there is some light on that, okay? This means that there are, then from the diagnosis up to the end of the story, you may do the evaluation. This is really change a lot the possibility of survival for the patients. This is a menu. We have no time to look everything, but you see that there is RNA, the circulating DNA, there is a tumor-educated platelets, there is cancer fibroblast, there is cancer endothelial cells, immunocells, circulating tumor cells, single or in cluster. Sometimes we have to compare what is present in the circulation, what is present in the fluid. But at the end, we have a map related to the different markers, which fluid will be the best for different studies. And for the laboratorians, it's a normal life.
utilizing urine or blood or different other fluids. What on behind? This is the more, I hope, the more exciting part. Is the more complex. I put only 2 or 3 messages because there are much more possibilities on this, but I would like to show you how some of what in the general feeling is the future is already the present. This is an overview on the application of the next generation sequencing. You see that you touch all the different possibilities, metagenomics, transcriptomics, epigenomics, and genomics. Now the goal is how to utilize all the different possibilities in the different pathology to define what is the best. This is I try to show you a very simple example. Here there are 2 different, Here there are 2 different tissues. This is skin, this is the kidney, okay? For 2 different diseases, okay? Not related. Then you do gene expression, and you see the profile is absolutely the same. Then you develop a potential new therapeutic target in this. You apply, is effective, and then you move, what is called to repurpose the same treatment for another disease, for another organs, because they have the same pattern, it function. This means how to move in this way. The second is, this is an example of osteoarthritis or rheumatoid arthritis. You may define the difference between the 2 and then select the best therapy, or you may also to look at with the epigenomics, the difference in the early stage or late stage. What is changing in the early phase and the late stage, which is the best, and then utilizing the therapy correct for the different stages or for the different pathologies. And then we move to the examples. This means that probably in the future will be in this way. We study, for example, this problem of the synovial, and there is a epigenetic signature, and there is a treatment. In the same time, we study in these patients the enrichment on T cells, TCR specificity, there is another treatment, and also is to the loss of function for a gene, and we have another treatment. This for the same patient, looking in 3 different ways, you have 3 different drugs working in parallel and probably ameliorate the solution. Okay, now some news. Very good. This is, has been presented 2 weeks ago in the European Society of Molecular Oncology. Is a really very disruptive presentation. You see this, the title is a prospective study of a multi-cancer early detection blood test. What means? Means take the blood in the normal population and detect people that are at risk to have a cancer. This is the holy grail of this story. There are some examples already in literature. There's been published 2 years ago one paper that was not so good. There is something that are related, for example, for the nasopharyngeal cancer related to the virus. But this is really a new one. And what they did, they applied this test. This test is a test utilizing methylation target. It's another NGS approach. Study methylation. Methylation is involved in the expression of the genes. Okay, you do NGS, you do the methylation studies, and then you may detect all this in the bloodstream. There is for sure machine learning to detect the cancer signal. Also at the end I speak on that. And then we have to predict not only the cancer, but with a good accuracy also the location of the cancer itself. You see that this is the protocol. This is simple, and then you move on that. These are the numbers, because numbers are really very important.
is really you see that the specificity is really very high. This is the classical protocol that has been applied. This is a new one with some improvement. But this means that what is the message for the general population? That there is a positive predictive value of 40%. This means that it's not high, but now we may do probably in the future a test in which we may detect in the 40% sensitivity the cancer in the patient without signal. When you have this, what they did, they detected 90 patients with the localization suggested that you see also the predicted origin is 85%. This means the organ is really very accurate also. And then you may do everything, RMI, radiology, test other, and then you detect the samples. This means that this is a very preliminary study in which there is a possibility to do that. This is how we're moving. The laboratory must be ready for do that. If now they are doing the second step, this is with endpoint in 1 year, then there is a new study with the 3 point. But in 3, 4, 5 years, we'll be there, and we'll do it. This is, you see that 1.4 the participant had a cancer signal detected, 0.5 were diagnosed with the cancer. The median time diagnostic was 79 days with all the different studies. There is a good accuracy. This means the message, how the technology is moving. This is a project in which we are involved, again with my new lab. Is a European project with the French group. This is the link with the France. One of the clinical problem is to define the classical depression from the bipolar disorder. You may imagine the major depression is present in 300 million in the world. And 40% might be misdiagnosis and potentially bipolar, okay? There is the bipolar disorder are 60 millions. And there is the mean of the diagnosis by the classical method is 7.5 years, okay? What has been defined, this is the name of this European project is EDIT-B, is utilizing RNA editing, is another way how to do the expression of the cells, and still need NGS, but now we work in simple methods. This is a research from the University of Montpellier. Then there is a spin-off company doing that. And now we are in Italy, the central lab for doing this type of study. This means that we do the NGS for the RNA editing in my lab, and then there is artificial intelligence evaluating some markers, and then there is the results. This is are the numbers. This is the last paper that has been published, is 2022. I don't think that they need the comments for laboratorians. This is the ROC curve, 0.93. Specificity 85%, sensitivity 91%. This means that really, with this data, you may help the patients, which is the clue of the situation. The people with the bipolar has to take a drug like lithium. The people with the unipolar has to take an antidepressive like benzodiazepine. If you utilize the wrong therapy in the wrong patients, you don't only you don't cure, but also you may damage the patients. Okay, 1 minute? Okay. Only to say that I don't enter in CRISPR-Cas. CRISPR-Cas is the famous technology that has been utilized for gene editing. This is, but now is utilized in diagnostics. I don't enter in this, but only to say that there are already
many platforms. There are at least 20 companies doing a test with the CRISPR-Cas, and only there is also the multiplex CRISPR-Cas. There is also array on that. This means now we may do, particularly in virology, detection. This is an example to say that it's true. There is already, during the, also the pandemic, in the COVID, there are, I saw the list in FDA, 14 or 15 different tests utilizing this technology. This means that I am in the end, and then I would like to make the final comments. For sure, what we need, during my conversation, I try to outline that many times there is artificial intelligence, there is machine learning. For sure, to analyze all this data, we need that. There is no doubt that when, the big data is important. We need a new way. We need engineers, we need the physicians, we need the mathematicians in our lab. I am the end of the story. The message to take home. Molecular biology, the research is moving very fast. But the time to move from research to application in this era is much shorter. When believe me or not believe me, I started molecular biology in 1980. This means several people in this room are not still born at that time. But the time now is very, very short. This means that laboratory medicine should be ready to do that. We need new people. We need to be able to change the technology. You need to be able to learn. This probably we had to modify how to teach the people, how to train, and the emerging technology division of FCC has been set up also for helping, if possible, in this way. Thank you very much for the attention. Bien, merci beaucoup, professeur Ferrari, pour ce tour d'horizon sur la biologie moléculaire, son évolution, ses applications. Qu'est-ce qui nous attend demain au niveau de nos laboratoires? Je pense que ça va vite. Moi, je me rappelle une époque, on disait la biologie moléculaire, on l'enseignait en tant que biochimiste, et ça s'arrêtait là. Et puis, maintenant, elle est appliquée par tout le monde. Ça devient un outil, bien évidemment, très, très important. Avant de passer la parole à la salle, je vais voir si mon ami Twimi a un commentaire à faire. Non, ce que je veux dire, thank you very much for your excellent conference, final excellent. C'est un plaisir pour moi. And you have a vision, a future vision for laboratory medicine, to have molecular biology now. It's very important, and his utility indispensable for the future in cellular genetic, cellular and virology and prenatal. Many analysis will be Pouvez-vous parler en français? Tu sais que je comprends le français. C'est moi que je m'entraîne. Non, j'ai fait des présentations en français, mais c'est plus difficile pour moi. C'est pour ça, j'allais le dire. Donc, on peut poser des questions en français. Oui, donc, absolument. vous allez tout à fait bien absolument. comprendre. Mais je voudrais juste vous remercier pour votre excellente conférence. Merci, professeur. Très bien. La parole à la salle. Y a-t-il des questions pour professeur Ferrari? Voilà, il y a une question là-bas, s'il vous plaît. Je pense que Hicham, tu as une question? Yes. Thank you very much, Professor. There's just one question about the NGS. Is there the specificity of it for detection of cancer? And the second question is just to know if there is any other method that we can detect or to prevent cancers
because I know that NGS costs a lot, and we're in Morocco, we're in developing countries. The resources are very low. So is there any method, molecular method, not very expensive, that we can use in countries, developed countries? Thank you very much. Thank you for your question. Regarding the specificity, for sure the answer is yes. It depends how much we'll be able to evaluate all the data regarding we need clinical information, and we need all the different omics information. Then as much we'll be able to merge, for sure will be more and more specific. For sure, there is some, we are at the very beginning of this, but the forecast for the future that will be able to be very specific on that. Regarding the chip, there is the treasurer of FCC that he knows that in the last meeting, in our last general conference, my suggestion was ICC should work on stimulating industries or researchers to detect the cheap method, because for sure this is Alexander was there, and then it's not easy. It's not easy task, but now you remember that when has been completed the Human Genome Project, there was $100,000 million dollars. My last information is now that the genome is between $100 and $200. The normal, there is still in the mind the 1,000, but we are much lower. This means, but this is costs are not possible in developing country in some parts. This means, but there is this trend. We need a simple, reliable, for sure, as much, there is some agreement in, sorry, there is also the president of FCC, you know, that also. And the agreement is that we have to balance, to probably to be not so specific, not sensitive, but to be very cheap, because the alternative is nothing. This means that probably at the beginning we see, okay, it's not the best method, it's not the standardized method that suggests ISCC, but may work. May work in specific targets that are useful for specific country. For sure, virology, parasitology, microbiology, some common disorders. We are optimistic on that. For sure, there is for sure FCC has a view on that, and my friend Koshov is moving deeply on that. He loves this idea. Bien, merci beaucoup, professeur Ferrari. Je pense qu'on va arrêter votre présentation en vous remerciant vivement d'avoir répondu présent et d'avoir accepté de faire la conférence de clôture qui devait retenir les gens jusqu'au bout. Merci beaucoup. J'appelle professeur... It's not so easy at the end, to survive, but... Yes. J'appelle professeur Mimoni. Voilà, pour reprendre la séance de clôture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous réserve comme programme. Hein? Oui, s'il veut, mais bon, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, il a répondu aux questions. Bon, on arrive à la fin, donc il nous reste à donner les prix des 3 meilleurs posters. Et donc j'appelle le jury avec... alors galanterie oblige, j'appelle Marie-Françoise pour me rejoindre. Et puis professeur Gdiela comme président de ce jury. Professeur Gdiela. Et docteur Marie-Françoise, professeur Chakour et professeur Hicham Ennez. Voilà.
Voilà, donc à vous la parole. En attendant, bien sûr, que le professeur Gdira prenne la parole, je voudrais remercier le jury poster pour leur investissement. Et ils sont fidèles au poste. Chaque année, on a à peu près 60 ou 70% des membres qui sont les mêmes, qui s'investissent et qui font un travail remarquable parce que, après, bien sûr, le travail qui a été fait par la commission scientifique avec à leur tête professeur Mimoni, il restait encore du travail parce qu'elle a travaillé sur 250 posters pour en sélectionner 3 prix. C'est un travail énorme. Ouais. Et donc, je laisse la parole au professeur Gdira maintenant pour continuer. Effectivement, Monsieur le Président, après une absence de 2 ans en raison du Covid et en présentiel, malgré tout ça, pendant ces 2 ans, notre société avait organisé des webinaires. Donc, notre activité scientifique a été poursuivie, mais malheureusement, l'accueil des posters a été bloqué. Et cette année, maintenant qu'on a repris, on a été envahi par le nombre de posters, ce qui fait qu'initialement, on en a reçu 490 posters. Et donc, sur les 490, l'objectif qui s'est fixé un peu l'équipe de la SMCC, c'est d'en retenir 150 à 200. Et ce travail a été confié à notre ami, M. le professeur Badr al-Nimouni, avec son équipe, pour essayer de faire le tri. Et malgré tous les efforts, ils sont passés de 490 à 242. C'est quand même déjà un travail colossal. Maintenant qu'on est arrivé au jury de poster, du prix de poster, vous imaginez comment passer de 242 à 3. Alors là, la tâche était difficile, mais néanmoins, on s'est accroché et on a essayé de départager au mieux possible, de la façon la plus sincère, et en définitive, on en a retenu les 3. Les 3, en fait, au départ, les 490 puis les 242 représentaient l'ensemble des disciplines de la biologie. Alors, les 3 posters, pour ne pas enchaîner, vont avoir donc des prix. Et les prix seront de nature scientifique. Le premier prix, c'est une participation aux Journées de l'innovation en biologie qui se tiendra à Paris le 1er et le 2 décembre 2022. Et donc ce prix comprendra bien sûr le billet aller-retour, l'hébergement et l'inscription, l'hébergement pour 2 nuits. Le deuxième prix, c'est toujours avec une portée scientifique, est une participation à Biomed J, donc c'est l'association des jeunes biologistes, qui aura lieu également au Palais des Congrès, mais cette fois-ci au mois de mars 2023. Et le troisième prix, toujours dans la portée scientifique, sera réservé à une participation à un congrès de taille. C'est le congrès de parasitomycologie franco-marocain qui sera organisé par notre ami le professeur Badr au mois de mai à Marrakech. Et là aussi, c'est prise en charge totale, avec 3 nuits d'hôtel. Alors, finalement, quels sont les auteurs de ces prix? Le premier prix a été attribué à l'équipe du professeur Bouhsein.
l'équipe du professeur Bouhsaïn, en la personne du docteur Harras Abd Samad. Alors, le deuxième prix a été attribué à l'équipe du professeur Shakour Mohamed. Et le premier auteur, c'est le docteur Zraq Hiba Shbraoui. Oui, là, c'est là qu'on a les taux. Apport de la biologie moléculaire dans le bilan de la thrombophilie. C'est vous. Et enfin, le troisième prix, correspondant donc à la participation aux journées de parasitologie, il a été attribué à l'équipe du professeur Zahlan, avec comme premier auteur Dr Oudghiri Nisrin. Alors, l'intitulé, c'est les vagineuses et vaginises, le dernier trimestre de la grossesse, risque materno-fœtal. Alors, juste pour... parce qu'on a donné le titre, du troisième travail, mais on n'a pas donné le titre des... Apport de la... Alors... Apport de la biologie moléculaire dans le... Alors, le deuxième prix, c'est apport de la biologie moléculaire dans le bilan de thrombophilie. Et le premier prix... Et le premier prix, découverte fortuite d'anomalies de l'hémoglobine lors du dosage de l'hémoglobine à un seuil, une étude prospective. Voilà. Voilà, un excellent travail celui-là, oui. Bien. Ben, de nouveau, merci pour votre investissement, chers amis. Et je pense, et félicitations aux candidats. Avec leur encadrant, parce qu'un travail, c'est un travail d'équipe. Et justement, je pense que mes amis l'ont souligné, certains travaux auraient pu être mieux si l'encadrant les avait corrigés comme il faut. Ça, c'est un message qu'on fait passer à nos résidents. Il faudrait qu'ils s'impliquent pour que leur travail prenne de la valeur, les faire corriger par l'encadrant, c'est important. Et on le sent parfois que ça n'a pas été le cas, mais comme bon, le thème est intéressant et on voit que la personne s'est investie, le travail est retenu. Il n'est pas retenu juste pour faire plaisir. Bon, merci Badr pour le travail qui a été fait, parce que moi, c'est ce qu'il m'a annoncé et c'est ce que
Voilà, donc c'est ce qu'il m'a annoncé et c'est pour cette raison-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Allez-y, allez-y. Puis après, il m'interrompt. Oui, oui, j'ai compris. On est dans la séance de clôture. Bon, j'entends encore à 70%, donc c'est bon. Bon, mais je pense qu'il y a des gens qui veulent dire un petit mot, ils sont les bienvenus. Et Dr Hassami, notre ami Hichem, la jeunesse qui s'exprime parce qu'il fait partie de ceux qui ont fait démarrer le congrès par l'atelier, le premier atelier qui a eu lieu. Donc, si vous voulez dire un mot, venez. Voilà, bien sûr, avec plaisir. Je vais dire un mot vite fait. Alors déjà, merci, vraiment merci à toute l'organisation. Je vous remercie parce que c'est une surprise aussi d'avoir avoir invité à un prix. Je dirais c'est Madame Lazrak, c'est ça. Déjà, félicitations. De plus, on vous invite au dîner du congrès de Biomagie, une autre prix. Vous serez venus. Et n'hésitez pas, ceux qui sont là, à soumettre parce qu'il y aura des prix Biomagie, dont des prix réservés aux francophones. Donc, que ce soit en communication orale ou en poster. Voilà, merci beaucoup. Allez, merci Hichem. Et c'est des prix consistants. Hein. Je suis au courant puisque je fais partie un peu des membres du comité scientifique. Et je fais partie aussi d'un autre comité scientifique, c'est celui qui concerne les journées de biologie francophone organisées cette année à Saint-Étienne par notre amie Dr Carole Poupon. Et je pense que le jury avait proposé qu'on prenne en charge, mais c'est trop court. Et donc, ça sera peut-être pour l'année prochaine, évidemment. Et je sais que l'année prochaine, vous allez encore choisir une belle ville française. Vous faites le tour de la France. On vous invite à venir au Maroc si ça vous dit. Hein, et on vous aidera à organiser vos belles journées. Et on aurait envie, bien sûr, de vous écouter, de voir toute l'animation que vous faites. Félicitations là aussi au passage. Bien, donc, je pense qu'il est temps de faire le bilan. Sur le plan scientifique, le bilan a été vraiment très, 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 très positif et je pense que tout le monde l'a constaté. Et donc, moi, je vais me limiter au bilan sur le plan scientifique, puisque, comme vous l'avez vu sur le programme, il y a un programme colossal avec 6 ou 7 workshops, d'accord, 6 symposiums et 4 conférences plénières. Et quand on fait le compte, on en est à pas loin d'une quarantaine de conférenciers, dont beaucoup sont des collègues étrangers, bien sûr, mais il y a pas mal de Marocains qui ont représenté la biologie marocaine au cours de ce symposium, de cette session des 22e journées marocaines de biologie clinique et 5e congrès franco-marocain, ou plutôt francophone de biologie. Et il y a également les modérateurs qui sont au nombre d'une trentaine. C'est quand même un monde scientifique qui s'est impliqué autour de ces journées pour animer les sessions adressées à beaucoup de biologistes. Je pense que la salle, ce n'est pas une petite salle, et elle était pratiquement pleine tout le temps. Et je pense que Dr Touimi nous donnera peut-être un aperçu là-dessus. Donc voilà, ça vous a été dit que les posters, on en avait 242. J'ai retenu le chiffre annoncé par notre ami Nuimoni. Et que, bon, je pense qu'avant de clôturer, on se doit de remercier tous ces gens qui ont participé à l'animation scientifique, qui est jugée de haut niveau, parce que chaque fois qu'un symposium était terminé, les gens nous disent bravo, c'était vraiment top vos présentations, et donc ce sont les conférenciers qui doivent être remerciés, et également les membres du comité scientifique avec les coordinations. Pour chaque session, il y avait un collègue coordinateur avec qui nous avons choisi les orateurs. Quand il y a un désistement remplacé, etc. C'est un travail quand même qui a duré 6 ou 7 mois avant de s'approcher du congrès. Donc merci à tous ceux qui ont travaillé à la réussite. Je pense que sur le plan
ce n'est pas la science, mais c'est quand même le soutien de nos sponsors est un élément important et je laisse le soin à Dr Twimi d'en parler parce que l'exposition est une réussite et je pense que tout le monde peut en témoigner. Et ça a été aussi un exploit du travail sur lequel nous avons partagé évidemment des communications, des réunions, etc. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui sont restés et j'appelle Dr Twimi pour donner un aperçu sur du côté organisationnel peut-être. Hein? Merci. Merci, cher Président. Merci à tous. Je voudrais aussi, avant tout, rendre hommage et me rappeler deux personnes qu'on avait perdues au cours du Covid, des biologistes du secteur privé, professeur Abdullah Ben Slimane et docteur Miloud Boudoud. Pendant ces 3 années, donc ça a été très, très difficile pour certains d'entre nous. Moi, je voudrais vous remercier beaucoup parce qu'après ces années d'interruption des congrès, vous êtes revenus nombreux. Bien sûr, ça nous manquait d'être comme ça, de se rencontrer et s'échanger des idées, de la science, et puis voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et ça nous faisait parfois des surprises parce que les gens ont vieilli et d'autres ont rajeuni. Alors, je ne sais pas. On parle de la jeunesse. Alors, on était très heureux de recevoir 850 participants cette année. Nous tablions sur 600, là on était à 850, donc c'est un nombre assez considérable. Alhamdoulilah, on a pu surmonter les demandes et les charges de l'organisation avec cette augmentation du nombre. Comme a dit Monsieur le Président, nous avions entre modérateurs et conférenciers 70 personnes, donc c'était quand même un nombre très intéressant. Nous remercions tous ceux qui sont venus de loin. Nous avions 11 nationalités cette fois-ci. Alors, les Marocains bien sûr, mais les Français, les Belges, les Algériens, les Tunisiens, les Italiens, les Canadiens, les Sénégalais, les Camerounais, de la Grèce. Donc, nous avions quand même plusieurs nationalités. La Turquie, bien sûr, oui, en exposition. Donc, merci à tous. Je pense que je peux annoncer la 40e anniversaire de la SMCC qui se déroulera, Inch'Allah, à Marrakech. Je pense, oui, l'année prochaine, mois de mars, avril, je ne sais pas, où est Badr? Non, pendant le mois de mai, nous allons tenir... On verra, on trouvera une date adaptée, voilà. Mais ça sera un événement que nous voudrions faire avec beaucoup de cœur. 40 ans, c'est pas rien. Et voilà, on se mettra à la préparation parce que nous n'allons pas avoir beaucoup de temps. On se préparera donc bien à l'avant pour que les choses se passent bien. Vous l'avez bien remarqué cette fois-ci, nous avons travaillé sur l'organisation, bien sûr, la logistique, sur le digital, les transmissions en direct. Et puis, il y a d'autres options qu'on n'a pas réussi à mettre à jour cette fois-ci, mais la prochaine fois, on va les faire parce que l'interactivité, il faut qu'elle soit partagée par tout le monde. Nous aurons peut-être à faire des interviews pour donner les impressions que nous avons sur telle ou telle conférence. Nous partagerons aussi sur notre site tout ce qui peut se passer, que ce soit avec les confrères, mais aussi avec les sponsors que nous remercions beaucoup. Ils nous ont soutenus. Vous avez vu, nous avions quand même 80% des sponsors qui existent au Maroc.
et qui nous ont soutenus jusqu'au fond. Et sans eux, on n'aurait pas eu ce nombre de participants. Alors, pour moi, je passe la parole à Monsieur le Président pour clôturer, mais je vous remercie énormément pour votre aide et votre compréhension. Merci beaucoup. Donc, voilà, moi je voudrais appeler les membres de notre bureau pour prendre une première photo et après appeler l'assistance qui reste, nos amis et invités à prendre une photo avec nous ensemble. Badr, Stade Choukri, Madame Nabiha Kamal, voilà. Et il va nous manquer notre jeune poulain qui était obligé de partir. Il avait une... Atman Touzani. C'est dommage. Chaque fois, à l'introduction du congrès, j'ai projeté une photo où il manquait Twimi. Mais bon, Twimi, il est là aujourd'hui. donc la photo, il est où, le photographe? Allez, approchez. Merci beaucoup. Ça sera une photo sans cravate. Je suis vraiment désolé, mais il fallait que je me mette à l'aise aujourd'hui. Et donc, vous avez compris que c'est qu'on se défoule. Les amis, les collègues, tous, on va faire une photo globale. Bon, mais ce n'est pas les 700 participants. Combien tu as annoncé, c'est 850 participants. Bon, c'est dommage, mais bon, ceux qui sont là auront un petit souvenir avec les... Voilà, la photo de... Oh là là, il n'y a que des personnalités. Regardez-moi ça. Et tu vois leur tête.